Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour te parler d'un sujet qui préoccupe presque toute la société française, pas que française, je dirais européenne, en tout cas occidentale. On va parler de la retraite et en tout cas des problèmes liés aux, les problèmes liés à la pension. Et pourquoi est-ce que toi, tu ne dois pas ou bien tu ne devrais pas compter sur la retraite pour ta vieillesse, pour tes vieux jours. On va aller vite, mais avant de parler des retraites, avant de parler des problèmes, et aussi, reste jusqu'à la fin parce que il y a des solutions pour justement pallier justement à la pension qui est problématique de nos jours. Parce qu'il ne suffit pas simplement de parler des retraites, il ne suffit pas simplement de parler des problèmes, des insuffisances, mais aussi il faut apporter des solutions et des alternatives. Et alors, je compte sur toi pour pouvoir aussi partager aussi ton expérience à toi. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je suis parti sur Internet, sur Wikipédia, pour me renseigner. Et je suis parti sur le site de l'INSEE. Et c'est grâce à ces informations collectées, j'ai fait un bref récapitulatif pour pouvoir te partager avec toi. Mais pour ce faire, avant de parler des problèmes liés à la retraite ou de nos jours, on va d'abord parler de l'histoire. Comme ce n'est pas coutume que tu l'entendes, l'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui n'a été déjà le résultat de ce qui s'est déjà passé dans le passé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les événements qui se passent aujourd'hui, notre problématique, la tendance d'aujourd'hui, il faut toujours remonter dans le passé. Et c'est ce qu'on va faire avec la retraite pour comprendre d'où est-ce que ça a commencé, quelle a été son évolution. Et beaucoup de gens, et je sais beaucoup de Françaises et de Françaises, même des Belges, même des Suisses, sont très ignorants par rapport à la retraite. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais aller de manière rapide parce que reste jusqu'à la fin parce que c'est vraiment important. J'ai besoin de toi. Parce que je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en train de cotiser, tu es en train de travailler. Donc, à ton insu, tu es en train de cotiser pour soi-disant ta pension que je considère comme un système de Ponzi, mais à l'échelle étatique. Et qui veulent à ce que le peuple, le citoyen ou la citoyenne, soit ignorante ou ignorant par rapport à la politique de la retraite. Et tout ce que tu vois à la télé, ce ne sont que des feux de, comment on appelle ça, fait de mèche en fait, non, de feu de paille, pour simplement t'embrouiller en quelque sorte et de ne jamais voir ce qui se cache derrière les enjeux même de la retraite. On va d'abord parler de l'histoire. Ben oui, c'est grâce à l'histoire qu'on va comprendre quels sont les enjeux actuels, quels sont les challenges actuels, quelles sont les insuffisances et comment pallier à cela. Retraite. Tout a commencé en mai. Bon, j'ai pris des notes, hein, donc moi je vais carrément lire les notes, donc t'inquiète pas, sinon ce sont des dates, je ne saurais pas tout retenir. Ça a été un travail titanesque. Donc voilà. 1673, 1673 pour les Français. Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, crée un premier régime de retraite pour les marins de la Royale. On l'appela la Caisse des Invalides de la Marine Royale. Ce régime est réservé aux marins blessés invalides. Il est cofinancé par l'État et est une aide des retenues sur le traitement des marins qui étaient blessés. L'objectif qui est recherché ici, c'est d'attirer et de fidéliser les meilleurs marins au service de la marine militaire. 1831, la pension s'étend à tous les militaires. Ici, le droit à la retraite pour tous est une utopie. Benoît Carré, chercheur en histoire, cité dans le livre La fabrique de l'histoire, dit ceci. Il faut considérer cette pension comme un don du roi qui octroie aux personnes qui l'ont loyalement servi tout au long de leur vie une pension de retraite. 1853,
C'est après la révolution de 1848 que la loi du 9 juin 1853 voit le jour. Cette fois, les fonctionnaires civils d'État sont concernés. Cette loi décrète un droit à une pension de retraite calculée sur la moyenne des 6 dernières années des salaires à partir des 60 ans et après 30 ans accomplis des services. C'est cette loi qui pose les règles encore dès nos jours, les régimes de retraite des fonctionnaires qui prévoient par exemple la pension soit attribuée en fonction de l'âge et de l'ancienneté. 1910. C'est en 1910 que la loi des retraites ouvrières et paysannes est votée. Ici, on peut soulever un problème capital. En fait, l'âge de la retraite est repoussé à 65 ans, alors que l'espérance de vie dépasse difficilement les 45 ans. 65 ans en 1910. Pour te dire que ce n'est pas nouveau. Maintenant, ceux qui disent que il y a 10 ans, l'âge de la retraite était comment on appelle ça, à 60 ans. Et après 10 ans, l'âge n'a fait que remonter jusqu'à 65 ans. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus pire. C'est faux. Parce qu'en 1910, l'âge de la retraite avait déjà été fixé à 65 ans. Rien n'est nouveau. Comme je dis toujours, rien n'est nouveau. Tout a été déjà produit quelque part. Mais tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est simplement de reproduire ce qui a été fait, mais en modifiant juste quelques petites formules et autres dans le but d'amadouer la nouvelle génération. Mais bon, on continue. C'était tellement fou que Jean Jaurès dira qu'il s'agit d'une retraite pour les morts. Ah oui, on en reviendra. Un mort, c'est-à-dire une personne sur 4 mourant sans avoir jamais touché sa retraite. Que fait l'État avec cette retraite? Ah, point d'interrogation. Tu sauras ça à la fin. Bref, selon les principales dispositions, elle rend obligatoire une triple contribution. Une contribution ouvrière, dans un premier temps, avec 9 francs par an pour les hommes et 6 francs par an pour les femmes et 4,5 francs par an pour les moins de 18 ans. Ensuite, une contribution patronale qui est de 9 francs, donc équivalente à celle des ouvriers. Et enfin, une participation de l'État. Les montants de pension versés est extrêmement modeste, entre 60 francs et 360 francs par an. Imaginez la misère que c'était de vivre avec de tels montants, une telle somme. Bref, 1928, la loi du 5 avril 1928 crée pour tous les salariés une assurance vieillesse fondée sur le principe de la capitalisation ainsi qu'une assurance maladie. 1930, la loi du 5 avril 1928 est complétée par la loi du 30 avril 1930. Ainsi, l'ensemble des salariés étaient couverts contre le risque de maladie, invalidité et vieillesse. 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale que le premier système général des retraites est mis en place. Les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 instituent la création générale du régime de sécurité sociale qui s'accompagne d'une assurance vieillesse à laquelle tous les salariés sont obligatoirement contribuables. Ces systèmes fonctionnent par répartition. C'est-à-dire que les pensions des retraités sont payées par les cotisations des actifs qui, eux, se constituent aussi le droit pour leur future retraite. Les droits à la retraite sont ouverts à l'âge de 60 ans après 30 ans d'activité. Et nous sommes qu'en 1945. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. La pension représente alors 20% du salaire de référence, à savoir la moyenne des 10 meilleures années. Elle augmente de 4% par année des services supplémentaires de sorte qu'à 65 ans, le taux soit de 40%. Au début de ce régime, l'idée était de créer un système pour tous, mais une fois n'est pas coutume, certaines professions et organismes ont préféré garder leur propre régime. C'est de là que vient l'origine des régimes spéciaux. Tu vas aussi voir qu'à partir de cette date et jusqu'en 2014,
souviens-toi bien, 2014, vont s'enchaîner pas mal de réformes. 1947, création de l'AGIRC, Association générale des institutions de retraite des cadres. C'est un régime qui fonctionne par répartition. C'est un régime complémentaire dédié aux cadres qui s'ajoute au régime de base de tous les salariés. La différence est que celui-ci fonctionne en points. 1948, création des caisses de retraite des professions indépendantes. Seulement 4 ans après la création du régime général des salariés du privé, les professions indépendantes choisissent de se doter de leur propre caisse de retraite. On a la CNAVPL, donc Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. On a la CANCAV, Caisse nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans. On a l'organique, l'Organisation autonome nationale d'assurance des vieillesses, de l'industrie et du commerce pour les commerçants et les industriels. 1956, naissance du minimum vieillesse afin d'assurer un revenu minimal aux personnes n'ayant pas suffisamment cotisé pour le minimum vieillesse. Il est réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans. Il est financé par l'impôt que tu paies avec ton salaire, bien sûr, et géré à l'époque par le Fonds national des solidarités qui deviendra en 1993 le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV. 1961, création de l'ARCO, Association pour le régime des retraites complémentaires des salariés. Il coordonne la retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés du privé, cadres et non cadres. Par contre, les cadres conservent toujours et encore une retraite complémentaire à la GIRC. Comme pour la GIRC, les pensions ARCO s'ajoutent à la retraite des régimes de base et ce régime fonctionne lui aussi en points. 1971, c'est la réforme Boulin, excuse-moi, afin de mieux partager le fruit de la croissance des 30 glorieuses, les années des 30 glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, cette réforme vise à relever sensiblement le niveau des pensions. Les règles de calcul du régime général des retraites sont modifiées. La retraite complète taux plein à 65 ans passe de 40% à 50% du revenu des 10 meilleures années et non plus celle des 10 dernières années comme avant. 1972, la retraite complémentaire devient obligatoire pour tous. 1982, la retraite à 60 ans instaurée par François Mitterrand sous réserve d'avoir cotisé 37,5 ans. Si tu as bien remarqué, l'âge de départ à la retraite, pourtant, n'a pas arrêté d'échanger depuis le début de l'histoire de la retraite. Suis-moi bien. 1993, réforme Balladur. La loi du 22 juillet 1993 prévoit pour le régime général un allongement de la durée de cotisation. Elle passe de 40 années contre 37,5 années établies précédemment. Le salaire moyen de référence pris en compte est calculé sur les 25 dernières années. 1999 ou 99 pour les Belges, création du Fonds de réserve des retraites, le FRR. Ce fonds a pour objectif de parer un choc financier lié au vieillissement de la population. 2003, la loi Fillon. La réforme instaure un allongement de la durée de cotisation pour le salarié public avec une mise en place en 2009 et l'alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle du privé. L'âge de départ est maintenu à 60 ans avec un système de décote et de surcote. C'est aussi l'arrivée du plan d'épargne retraite populaire, le PERP, le plan d'épargne. La durée de cotisation est portée à 41 ans et demi. 2014, la réforme Touraine. Elle prévoit l'instauration d'un compte pénibilité permettant de partir plus tôt à la retraite ou la fin de l'ouverture de nouveaux droits à la retraite issus des cotisations versées et dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. 2019, fusion AGIRC et ARCO. Les deux caisses de retraite complémentaires des salariés du privé ont prévu de fusionner dans un accord signé le 30 octobre 2015 par les partenaires sociaux
pour éviter la faillite du système. Cela a permis concrètement de mettre en commun leurs réserves financières et d'harmoniser les règles de la retraite complémentaire du salarié, qu'il soit cadre ou non cadre. Les deux caisses, après la fusion, fonctionnent dorénavant avec un système unique des points. En 2019, il y a aussi un projet de réforme des retraites qui proposait une refonte en profondeur du système de retraite français. C'était initié par Macron, le président actuel. Ces caractéristiques étaient d'une part l'institution d'un régime de retraite universel, remplaçant parfois les régimes très différents appliqués par les 42 caisses de retraite existantes, et d'une part la mise en relation directe entre montant cotisé et montant de la retraite. Ces projets étaient le plus ambitieux de la série du système de retraite français. L'objectif annoncé de la réforme était de simplifier un système complexe, de le rendre plus juste et de faciliter son adaptation aux changements structurels. Donc, la croissance, le rapport actif-retraité, etc., etc., afin de permettre dans le futur un équilibre des entrées et des sorties. Alors, où j'enregistre cette vidéo, ce projet n'est toujours pas mis en place, et d'ailleurs, c'est un peu oublié depuis la crise sanitaire et la guerre OTAN et puis la Russie. Bah, forcément, il fallait attirer ton attention vers autre chose. Parce que ce qu'on promet avant les élections n'est jamais accompli lorsqu'une fois que la personne est élue. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu et remonté l'histoire de la retraite grâce à ses principales dates, on va maintenant parler de la viabilité du système de retraite et pourquoi est-ce que, comme je l'ai dit au début, tu ne dois jamais compter sur la retraite. Tu sais, il faut savoir que, d'après, ça c'est l'INSEE qui le dit, hein, ça c'est l'INSEE qui le dit, depuis 1964, 4 personnes cotisaient pour un retraité qui prenait sa retraite à 65 ans. Ça, je te parle de 1964. Hein. L'espérance de vie était en moyenne de 64 ans. Et les Françaises, donc je parle des femmes, n'est passé en moyenne pas plus d'un an en retraite. Tu imagines ça? Donc ça veut dire que la personne prend sa retraite, mais sa moyenne de survie pour que la personne reste en vie est d'une année en général. Ça, c'était les femmes. Mais les hommes, c'est encore pire. Les hommes mourraient plus tôt. Je parle des Françaises, des femmes, parce que les hommes, voilà, les hommes étaient déjà dead depuis longtemps. Et de nos jours, 1,7 personnes cotisent, c'est-à-dire 1,7 personnes cotisent pour un retraité qui prend sa retraite à 62 ans. Mais il y a un problème. L'espérance de vie est en moyenne de 82,5 ans. Tu comprends là? Et les Françaises passent en moyenne plus de 20 ans à la retraite. À l'époque, les retraités passaient en moyenne une année. De nos jours, un retraité passe en moyenne 20 ans pour pouvoir toucher la pension. Donc, tu constates par toi-même que pourquoi est-ce que le système n'est pas du tout viable. C'est-à-dire qu'il y a plus de retraités que des actifs. Les actifs de la période des 30 glorieuses vont en retraite et ça représente un gros coût pour l'État car les caisses sont vides et il y a des jeunes, de moins en moins des jeunes actifs qui cotisent. Et je te parle encore d'un autre problème ici, c'est le taux de natalité. Tu vois, c'est pour cela de nos jours, je t'ai dit au début de la vidéo, qu'il ne faut pas vraiment compter pour la retraite. À l'époque, je pourrais comprendre. Tu imagines 4 personnes cotisent pour un. Mais de nos jours, ça, une personne, c'est-à-dire 1,7 personnes cotisera pour un. Mais le problème, c'est que ce retraité vit encore plus longtemps. Moins d'actifs, plus de baby boomers. Voilà le challenge qui se pose aujourd'hui. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est un système de Ponzi. Mais dans une prochaine vidéo, on va justement parler de ce problème et on va parler aussi des alternatives que toi, tu dois mettre en place.
Sur ce, je veux que tu puisses aussi toi participer, commente sur cette vidéo. Et si tu as d'autres connaissances ou d'autres dates que je n'ai pas pu citer, dis-le-moi dans les vidéos. La prochaine vidéo, on parlera justement des solutions à avoir, de la fiabilité et ce qu'on ne te dit pas sur ce système de Ponzi qui est justement la retraite. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.